au Québec, on va continuer de fêter Noël, puis on ne s'excusera pas de se faire dire par la Commission canadienne des droits que Noël est discriminatoire, qu'il y a des limites. La Commission des droits de la personne canadienne essaie de dire aux Canadiens, puis par extension aux Québécois, que le Noël, c'est raciste. Moi, je le pense pas, puis je pense que les Québécois sont avec moi. Je suis très content de me lever pour essayer de répondre à une question absolument ridicule, Monsieur le Président. Évidemment, le Noël n'est pas raciste. Mr. Speaker, allow me to be the first of the season to wish everybody a Merry Christmas. Tout un débat à la Chambre des communes aujourd'hui, n'est-ce pas, où tout le monde enfin semble s'entendre pour dire Joyeux Noël, mais est-ce vraiment une fête discriminatoire? C'est un texte de réflexion de la Commission canadienne des droits de la personne qui l'évoque et ça fait bien sûr réagir et à Ottawa et à Québec. D'ailleurs, il y a une motion venant à la défense de Noël a été adoptée à l'unanimité aujourd'hui à Québec. Écoutons à ce sujet Mathieu Lévesque, le député caquiste, qui a présenté la motion. Je voudrais qu'on envoie une copie de cette motion à la Commission canadienne des droits de la personne, au gouvernement fédéral, au Parlement fédéral et également au Père Noël au pôle Nord, s'il vous plaît. Alors, je retrouve le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Bonsoir, Yves-François Blanchet. Bien le bonsoir. C'était pas dans... C'est important Oui. de noter que dans l'extrait que vous avez mis, M. Trudeau répondait à une question que je lui avais posée, moi, là, pas M. Poilievre, et il avait refusé de répondre dans un premier temps. Le président avait dit, mais ça, c'est correct, c'est arrangé qu'il ne fallait pas poser cette question-là. Qu'est-ce que vous avez posé comme question? Bien, j'avais développé que la Commission des droits de la personne s'habilitait, s'autorisait à dire, avec la plus parfaite application de la doctrine multiculturaliste canadienne, que des célébrations patrimoniales, au moins autant que religieuses, festives, dans la tradition québécoise, dans la tradition canadienne, puisque c'était la majorité, évidemment, c'était forcément colonialiste, discriminatoire, c'était à la limite de la xénophobie systémique. Donc, c'est assez terrible parce que c'est terrible. C'est à la limite risible. Je ne sais pas si c'est notre question qui était farfelue ou ça. C'est à la limite risible de dire à la population, vous devez renoncer à vos commémorations, vos festivités, vos rassemblements familiaux, parce qu'il y aurait un côté discriminatoire en termes de religion à ces rassemblements-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec la fête de la reine Victoria si le colonialisme doit être aboli dans les célébrations et les journées de congé? Au Québec, on a vécu il y a plusieurs années. Est-ce que c'est au moment des accommodements raisonnables, ce fameux débat autour des arbres de vie? On ne peut plus appeler ça des arbres de Noël. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, là, mais en même temps, c'est un symptôme inquiétant pour vous de la pensée qui règne à la Commission canadienne. En fait, il y a quelque chose d'extrêmement révélateur. D'abord, soyons contents d'une chose, le premier ministre s'est distancé de ça. Donc, il n'a pas embarqué dans cette espèce de dérapage. Il y a comme on imagine une espèce de secte idéologique. Ça n'a rien à voir avec les droits de la personne dans ce cas-ci. C'est quelque chose de festif, de joyeux, de léger, de consensuel. Vous savez, moi, dans ma circonscription, je vais recevoir quelques dizaines de gens issus de l'immigration. Je ne leur demanderai pas de quelle religion ils sont et on va faire une célébration qui va être proche de Noël, qui va avoir comme thématique, puisqu'on va être en décembre, Noël. Est-ce que je dois renoncer à inviter ces nouveaux Québécois-là dans notre activité parce que Noël serait devenu discriminatoire? C'est... J'aime pas cet argument-là, mais on a vraiment autre chose à s'occuper. Oui, c'est sûr. On va en parler dans un instant. D'ailleurs, j'allais vous dire, Noël, ça vient avec le Père Noël. Puis Père Noël, c'est pas un personnage religieux, puis c'est de la magie, là, pour ceux qui... Bien, il y a tout ça aussi, mais les gens peuvent adhérer, peuvent embarquer là-dedans, puis je pense qu'ils le font, puis c'est festif, puis ils vont dans des magasins, puis ils achètent des cadeaux pour les gens qu'ils aiment. C'est devenu ça, Noël. Oui, c'est de l'héritage de la religion. Et ça, en soi, c'est pas grave non plus. Puis il y en a qui sont encore tout à fait croyants, puis c'est pas grave non plus. C'est une caractéristique de la société d'accueil. On va parler d'un autre sujet, mais un ami de l'émission m'a envoyé un mot, Noël et ses traditions, signé Pierre Laoud. C'est un livre qui vient d'être publié. Alors, une tradition qui s'inscrit dans les siècles, au fond. Alors, parlons également de Google. Est-ce que vous croyez... D'abord, qu'est-ce que vous pensez de l'entente? Vaut-il mieux une entente à 100 millions que pas d'entente du tout? Puis est-ce une façon de s'approcher d'une solution pour les médias? J'ai très envie d'être enthousiaste par rapport à l'entente, mais je suis perplexe.
Je suis perplexe parce que quelque chose de cette importance-là, on parle d'un instrument fondamental pour la survie de l'information dans sa diversité, dans ses régions, dans ses variantes linguistiques. On parle de quelque chose d'absolument fondamental. On parle d'une somme de 100 millions de dollars. On parle d'un débat qui a cours dans la société depuis des mois, sinon des années. Et la ministre arrive en mêlée de presse, communément appelée Scrum. Il n'y a pas de document en présentation. C'est une présentation verbale, comme si c'était une anecdote. Moi, je veux prendre connaissance de ce que ça dit pour vrai, parce que les différentes interprétations de ce qui n'était pas très clair roulaient aujourd'hui. Moi, je veux commenter sur quelque chose de clair, de concret, d'écrit. C'est quoi ton entente avec Google? A priori, ce que j'en comprends, Google vont payer 100 millions de dollars qui va être indexé d'année en année pour une durée que je ne maîtrise pas à ce moment-ci. Cet argent-là, ça me plaît plutôt, encore une fois, tout dépendra des détails, est remis à un seul interlocuteur et cet interlocuteur-là va s'assurer du partage entre les différents bénéficiaires de cette somme-là. Ça, c'est essentiellement la proposition que le Bloc québécois fait depuis 2019. Maintenant, que ce soit un montant fixe plutôt qu'une redevance en pourcentage, ça, c'est une formule qui est différente de notre proposition, mais on a toujours collaboré avec le gouvernement sur C-18 puis sur la nécessité de rentrer les géants d'Internet dans un cadre réglementaire, juridique, financier, qui permet de soutenir les médias québécois et canadiens qui se font littéralement pirater leur contenu par les géants d'Internet. Donc, la volonté d'avoir une entente avec Google est souhaitable. Le chiffre mérite d'être évalué. Et voyons pour la suite. Et voyons si ça convaincra Meta, qui dit que non pour l'instant, de se rallier à une quelconque formule. Mais le modèle Ce d'affaires... serait quoi l'intérêt de Meta de ne pas bouder la loi? Parce que Meta s'en est exclu de la loi. Ce serait quoi son intérêt de plier? Meta semble considérer que quelqu'un qui lit un texte de journal sur Facebook ou sur Instagram, c'est trop long. Il vaut mieux avoir des photos de chats, parce que les photos de chats, tu passes rapidement et tu t'exposes à la prochaine publicité. Ouais, attention à ce que vous dites sur les chats. Non, mais j'ai rien contre les chats, c'est mignon, mais quand je regarde le chat, je le regarde moins longtemps que l'article du Devoir. Donc, les gens roulent davantage et en roulant davantage, ils s'exposent à davantage de publicité. Ce ne sont pas des véhicules d'information, ce sont des véhicules de publicité. L'information, c'est ce qui amène l'auditeur ou le lecteur pour être capable de vendre la publicité. Il faut croire que Google, en tout cas, malgré les 100 millions, il trouve son compte, puisqu'il y a beaucoup de circulation. Quand vous, moi, tout le monde, on utilise Google à chaque jour. C'est un moteur de recherche, c'est un référencement, donc c'est un modèle d'affaires différent de celui de Facebook ou de Instagram. Je souhaite qu'il se rallie à une formule librement consentie et négociée, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans information et l'information est gravement mise à mal. Et quand c'est les réseaux sociaux, sans même les références médiatiques ou journalistiques, qui donnent l'information aux gens, en particulier aux jeunes, bien, c'est tout sauf une information de qualité et documentée. Je veux vous parler des discours haineux, des crimes haineux. Vous avez déposé hier un projet de loi demandant d'exclure, dans le fond, la défense de religion qui est au code criminel. C'est un projet de loi, donc, de l'opposition. Ça a été bien accueilli. Croyez-vous que ça va faire du chemin? Dans le fond, ça se trouve à enlever, a priori, une défense. Par exemple, on prend Charkaoui qui a dit que c'était une prière en professant les paroles disant d'exterminer les adversaires. Là, je paraphrase, il faut être prudent en paraphrasant. Donc, avez-vous l'impression que ça peut faire du chemin, votre projet de loi? J'ai l'impression que tout le monde reconnaît le gros bon sens. Quand le premier ministre dit on va le considérer, on a peut-être un intérêt, c'est déjà un début. La loi, elle est simple de même. Deux articles. On retire l'article 319B et 319.1B du Code criminel. Point. Ça dit que ça. Il suffit d'aller lire ce que ça dit. C'est d'une extrême simplicité. Ça a été rédigé par les légistes de la Chambre des communes, pas par moi. Donc, c'est bien fait. Ça pourrait se faire très rapidement. Parce que à chaque jour qui passe sans qu'on l'ait fait, bien, les gens peuvent encore invoquer la conviction religieuse ou la prétention d'être de bonne foi ou que ça pourrait être la vérité pour encourager les gens à la violence et à la haine. Et c'est particulièrement inquiétant à Montréal où, dans les derniers jours, des gestes de haine, des gestes de violence se sont répétés avec un niveau de gravité relativement contenu. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'on va contenir ça encore? On veut
rassembler les conditions pour vivre ensemble de façon harmonieuse. Et l'existence de cette exception est pratiquement une invitation aux propos provocateurs, haineux ou d'incitation à la violence. Et dernier sujet, très rapidement, l'adoption ou pas du projet de libre-échange avec l'Ukraine, Canada-Ukraine. L'Ukraine l'accepte, les conservateurs s'y opposent, invoquant un argument sur la taxe carbone. Écoutez, s'ils n'aiment pas la température demain après-midi, ils vont dire que c'est à cause de la taxe carbone. Tous les prétextes sont bons pour mettre le mot taxe carbone. Les photos de chats dont on parlait ont probablement un enjeu de taxe carbone. Là, c'est assez ridicule. Il faut qu'ils élargissent leur... S'ils veulent participer de façon sérieuse à des débats, il va falloir qu'on parle d'autre chose chez les conservateurs qu'exclusivement de la taxe carbone. L'Ukraine a un traité de libre-échange qui va favoriser, aider, contribuer à la remise en place d'une économie fonctionnelle en Ukraine dans un contexte où la guerre n'est pas sur le bord d'arrêter. Il fallait encourager ça. Je trouve que les conservateurs, dans les derniers jours, se discréditent beaucoup et ce n'est pas le seul cas. Et François Blanchet, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. À bientôt. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.